J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Bonsoir à tous, bienvenue. En tout cas, merci d'être là, d'avoir pris du temps pour venir. Donc, dans cette salle de la médiathèque Georges Pompidou, qui a été créée il y a quelques années. Donc là, nous sommes dans le quartier des Diablos. Et la liste J'aime Saint-Leu, que j'ai constituée, c'est attaché à voir donc, des personnes qui représentent la ville, puisque, et ça me surprend toujours, mais une personne qui me disait, mais la médiathèque, elle se trouve où à Saint-Leu-la-Forêt? Et en fait, c'est vrai, quand on vit bien de l'autre côté de la chemin de fer, où on ne vit pas forcément sur Saint-Leu en totalité. Et moi qui suis Saint-Loupien depuis toujours, qui ai été dans les écoles à Saint-Leu, qui ai fait du sport à Saint-Leu, évidemment, j'ai fréquenté le stade, le gymnase, le collège. Mais il faut se rendre à la réalité, c'est que les habitants de Saint-Leu, pour une grande partie, vivent dans leur quartier. C'est vrai qu'ils part travailler le matin, on rentre le soir. Alors quand on est enfant, on fréquente les écoles de ces enfants et on suit les activités sportives, culturelles de ces enfants, mais on ne vit pas la ville dans sa totalité. Donc l'objectif que j'avais, et que j'ai toujours eu lorsque je me suis présenté pour les municipales, c'est d'avoir une liste qui représente la commune, pour représenter ses habitants et différents quartiers de la ville. Et là, je n'ai pas besoin de présenter la liste pour dire que moi aussi, je connais le quartier de ce quartier depuis des années, puisque j'ai fréquenté, je vous disais, le collège Vandardowska, le dojo, avec différents professeurs successifs, et également, surtout, le stabilisé, qui est devenu le synthétique, que nous avions inauguré en 2009 avec Antoine Campoiré. Et nous sommes ici sur cette belle médiathèque qui a été réalisée lorsque j'étais maire, sur le premier mandat. On a fait ce projet en 2 ans. La précédente médiathèque à Saint-Leu-la-Forêt était rue de la Gare. C'était un bâtiment qui n'était pas aux normes, qui accueillait les enfants au dernier étage, avec un escalier de secours à l'extérieur, qui n'était pas aux normes. Je vous dis, c'était limité à 19 personnes à l'étage. Vous imaginez bien que dans les classes, il y a plus que 19 enfants et avec les enseignants, on était vraiment en risque si jamais il y avait un problème. Cette opération, c'était une décision politique forte, c'était de mettre la médiathèque au sud, puisque le quartier des Diablos, le quartier de la Plaine, se sent souvent comme un quartier délaissé de la ville. Et moi, je tenais absolument à ce qu'on me rapproche la culture. Et bien du collège, ça me paraissait une bonne idée. De 2 écoles, ça me paraissait également une bonne idée. Et surtout de faire un bâtiment qui était 4 fois plus grand, puisqu'ici, je crois qu'on a 1150 mètres carrés. Un bâtiment aussi qui a été construit, je vous l'ai dit, en 2 ans, donc qui est facile d'accès et qui, avec la vente de l'autre, a rapporté de l'argent. Je vous le dis parce que c'est suffisamment rare. Une mairie n'a pas obligatoirement pour objectif de gagner de l'argent, mais surtout n'a pas pour objectif d'en perdre. Cette médiathèque, c'était un choix de l'installer ici. On me l'a reproché à l'époque, de faire déménager la bibliothèque rue de la Gare, mais c'était un choix fort. De la même façon, c'est un choix fort également d'avoir des investissements tout de suite sur le quartier sud de la ville. Et je parlais, alors il y a des jeunes qui viennent d'arriver, je parlais du terrain synthétique, de la piste d'athlétisme, des City Stadium qu'on avait inauguré septembre 2009 avec Antoine Campoiré qui était venu gentiment, gracieusement, puisque évidemment à Saint-Leu, on a une histoire foot depuis des décennies, et donc j'y reviendrai. Donc une volonté tout de suite de mettre des investissements, de mettre des équipements pour la jeunesse accessibles. Et j'étais ravi, moi, de constater que ces équipements, je parle donc des City Stadium, alors il y en avait un qui était à côté de la MLC, derrière la MLC, c'était un parking, donc c'était devenu un City Stadium. Il y en avait un qui est toujours d'ailleurs rue de Chauvry, donc un City Stadium en accès libre évidemment. Le City Stadium de la rue de Chauvry existe toujours. Le City Stadium derrière la MLC a été supprimé. C'était un parking, c'est devenu un City Stadium. Je pense qu'il y avait des désordres le soir ou à d'autres moments. Et la municipalité actuelle a choisi de supprimer le City Stadium et a choisi aussi de supprimer le parking. Donc aujourd'hui, c'est inaccessible. Sur les investissements, moi, j'ai tenu tout de suite à faire des choses à Saint-Leu-la-Forêt de ce côté-là. Je suis celui qui a, alors même si c'est pas moi qui était à l'origine du projet, qui a inauguré le restaurant scolaire. Donc en face du gymnase Jean Moulin. Et c'est vrai que ici, on a réalisé ce restaurant scolaire. On a réalisé, juste après les élections, on avait dû fermer pendant 1 an les douches du gymnase, puisqu'il y avait de la légionnelle, même dans les circuits d'eau froide. Moi, c'était des choses qui m'avaient marqué, parce que c'était tout neuf et c'était tellement bien fait. Et ça me rappelle vraiment ce qu'on a l'impression de vivre actuellement.
c'est que c'est des projets qui durent et qui, et qui malheureusement ne répondent pas aux attentes. Donc on avait dû fermer le gymnase pour ceux qui fréquentaient à l'époque. Pendant un an, même les douches étaient fermées pendant un an. Il y avait des panneaux solaires, on avait dû supprimer les panneaux solaires puisque c'était pas raccordé également. Donc en tout cas, une présence et une volonté d'investir sur le quartier, évidemment partout dans Saint-Leu-la-Forêt, parce que l'objectif, c'est de reprendre le fil, c'était de faire d'une ville de Saint-Leu une ville d'art et d'histoire, c'était de faire d'une ville de Saint-Leu une ville tranquille, une ville sûre, une ville dynamique, et je dis tranquille sur le plan sécuritaire, et moi j'étais choqué d'apprendre ce que j'ai appris partiellement tout à l'heure auprès de certains. En 2008, lorsque je me présente la première fois, moi je suis un enfant de Saint-Leu, comme je leur dis pour ces jeunes qui viennent d'arriver, mon père est né à Saint-Leu-la-Forêt, moi j'ai toujours vécu ici, l'engagement je l'ai eu très tôt, j'ai milité à 18 ans au RPR, et puis j'ai commencé dans le privé, mais j'ai eu un regard tout de suite toujours sur ce qui m'environne, sur mon environnement immédiat. L'environnement immédiat, c'est les écoles, c'est quand on fait du sport, c'est le stade. Je parlais du stabilisé, c'est le dojo, c'est des personnes que l'on fréquente au fil des années. Et je me suis dit, on peut faire différemment, on peut faire mieux. Et le nom J'aime Saint-Leu, c'est pas choisi au hasard. Le nom J'aime Saint-Leu, c'est parce qu'effectivement, pour s'engager, il faut vraiment aimer la ville, évidemment ses habitants. Il faut être proche des habitants, il faut répondre à leurs questions, il faut améliorer leur quotidien. Donc l'objectif, c'est de faire une ville d'art et d'histoire, une ville dynamique, une ville ouverte, une ville qui entreprend. Et moi, j'ai toujours favorisé ceux qui entreprennent dans la ville. Et sur ce quartier, ça fait mal de voir ce centre commercial qui était à la fois très vivant, très agréable, où on avait des commerçants de qualité, avoir perdu complètement vie, sa substance, et être à l'abandon. Et ça préfigure en fait ce que la ville est en train de devenir. Je fais un parallèle avec le centre des Diablos, avec ce que devient le marché de Saint-Leu-la-Forêt. Marché de Saint-Leu-la-Forêt, pour ceux qui le fréquentent le mercredi, il y a de moins en moins de commerçants. Évidemment, il y a moins en moins de clients. Il y avait 3 charcutiers traiteurs. Mercredi dernier, il n'y en avait plus. Voilà. Et en fait, ça se vide et c'est catastrophique pour la commune. On avait un projet de centre-ville qui était extraordinaire, qui devait assurer le développement et la pérennité du centre-ville. Aujourd'hui, les travaux sont toujours en cours. Il y a des commerces qui sont annoncés, mais des surfaces qui resteront vides parce que ce n'est pas la ville qui a acheté, c'est un investisseur. Et les prix demandés sont trop élevés. Si je reviens ici, je reviens donc à ce centre commercial qu'on a connu, ceux qui sont là, tous si vivants. En quelques années, ça s'est transformé du tout au tout. Vraiment, on a perdu, à l'intérieur, il ne reste plus que la maison de la Plaine, il ne reste plus qu'un commerce, le libraire. Et le libraire, il a bien du mérite à encore exister à l'intérieur, mais on a perdu, les gens vont à la pharmacie, vont chez le coiffeur, le retoucheur, mais on peine à avoir des clients. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Donc l'objectif, c'est de réhabiliter tout de suite le centre commercial avec la création, alors je vous répondrai à toutes les questions, à la création d'une société d'économie mixte pour attirer des investisseurs. Et là, moi, j'ai déjà des personnes qui sont intéressées. Pourquoi ? Parce qu'ils croient à la capacité de ce quartier de retrouver de l'allant, des commerçants, des clients. Et évidemment, ça passe par assurer la sécurité, ça passe par retrouver des commerces qui font venir, qui donnent envie d'y aller. Quand on n'a même plus un restaurant, même plus un café, même plus un pub, un bar, on dit en province, quand il n'y a plus d'école, le village meurt. Quand il n'y a plus de café, le village meurt. Et les Diablos, c'est un pôle de centralité, qu'on appelle. Il y a beaucoup de personnes qui habitent autour. Et que vous soyez jeune, que vous travaillez sur la ville, que vous habitez sur le quartier, vous n'avez même pas un endroit pour prendre un café lorsqu'on a le temps de prendre un café, qu'on est en retraite ou un thé ou autre chose. Lorsqu'on est jeune, de sortir le soir. Moi, j'ai rencontré toutes les classes d'âge et je leur dis, mais est-ce que des jeunes, vous seriez prêts, des jeunes de l'autre côté, seriez prêts à venir au Diablo s'il y avait un pub sympa où le soir on peut boire un verre, se retrouver entre copains? Et il me dit, mais évidemment, à partir du moment où on a quelque chose d'attractif, où on soit en sécurité, on viendrait. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller à Hermont, il faut aller en Enghien, il faut aller ailleurs. Bon. Ça, les Diablos, tout de suite, on a la capacité à agir. Pourquoi ? Parce que pour agir, il faut des finances, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, la ville de Saint-Leu souffre de bien des maux, mais pas de ne pas payer les impôts. Les habitants de la ville de Saint-Leu payent beaucoup d'impôts. Et ça, moi, j'ai le retour d'expérience. Lorsque j'ai été élu, les produits de vos impôts, ça rapportait même pas 9 millions d'euros. C'était moins de 9 millions d'euros. Et je parle de 2017, la dernière année. Avant, c'était beaucoup moins. Moi, j'étais maire dans une période où il y avait la crise des subprimes. Ça avait commencé aux États-Unis, mais ça touchait le monde entier. Et on ne prêtait plus aux villes.
À la ville de Saint-Lô, on ne pouvait plus emprunter. Donc j'ai connu des périodes qui étaient effectivement vraiment difficiles sur le plan des finances. Et bon, j'ai un petit parcours financier, donc ça a permis de tenir les manettes. Et là, aujourd'hui, vos impôts, le budget prévisionnel, je parle de choses qui sont vérifiables. Aujourd'hui, c'est 13,5 millions ce qui est inscrit. Donc, je vous parlais de 13,5 millions. Donc c'est 4,5 millions de plus d'impôts qui rentrent dans les caisses de la ville de Saint-Lô-la-Forêt. Donc avec 4,5 millions tous les ans, vous imaginez bien qu'on peut faire un certain nombre de choses. Et si vous multipliez par le nombre d'années, on se demande ce qui a été fait de l'argent des Saint-Lopiens. Alors évidemment, lorsque vous faites, pas très loin d'ici, ce qu'on appelle la coulée verte, que la ville avait racheté lorsque j'étais maire, pour faire donc cette liaison verte et remplacer la 5e avenue. La 5e avenue, pour ceux qui... un tout petit peu, ça devait être le pendant du boulevard Rostand, c'est-à-dire qu'il y a un pont qui est orphelin sur l'autoroute et il devait y avoir une route qui coupait Saint-Leu et qui allait jusqu'au parking Jeanne d'Arc. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Donc c'est la ville, lorsque je suis maire, qui rachète cette parcelle au département, sauf un tout petit bout qui appartenait à une congrégation religieuse. Donc ça a été acheté il y a maintenant, je crois 2018 ou 2019. Donc ça remonte. Et le projet qui avait de liaison douce avait été estimé par les services, j'avais fait travailler les services de la ville, à 300 000 €. Ce projet, vous avez pu voir, entre 2022 et 2024, est passé de 600 000 € à 1 264 000 €, je crois. Et encore, ça ne comprenait pas les banques qu'elle ne devait pas installer, qu'elle a fini par installer, le brumisateur. Pour faire 700 mètres de cheminement, on va dépenser 1,5 million, 1 550 000 €. C'est le prix d'une 2x2 voies. Donc c'est du gaspillage d'argent. Lorsque on fait 3 fois les trottoirs, évidemment, la société se fait 3 fois. Donc c'est véritablement quelque chose qui est absolument incroyable. Vous avez vu, donc, pour ceux qui connaissent la rue Louis Blanc, regardez comment ça a été réalisé, la route. La route, elle est déjà bosselée. C'est extraordinaire. Ils avaient fait des trottoirs le long de la salle des fêtes. Ils ont dû la recasser. Donc c'est absolument... Moi, je n'en reviens pas d'être aussi inefficace dans le suivi des chantiers, etc. Et la salle des fêtes, il y avait un projet qui était sur le programme de Madame Billet, à lequel j'étais en 2020. Vous regardez, il y avait des photos. Elle a déposé le permis en 2020, accepté le permis. Elle l'a retiré en 2022. Nous sommes en 2026, c'est toujours en travaux. La seule chose qui change, c'est que le coût pour la ville, qui est estimé à moins de 3 millions d'euros, on va être à 9, 10, 11, on ne sait même pas. Donc c'est grave. Donc là, il n'y a pas de problématique financière. Donc moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, puisque je saurais faire. Mais la seule chose qui m'interpelle, et qui interpelle, en fait, qui devrait tous vous interpeller, c'est qu'il y a des travaux partout dans la ville. Il y a des travaux partout. Mais par contre, donc les travaux sont en cours et les factures sont à venir. Et donc là, si vous nous faites confiance, on va y collecter avec le service finance de la ville ce qui reste à payer. Et évidemment, on rendra compte aux habitants parce que ça m'interpelle sur la multiplicité des travaux en cours actuellement. Donc sur la ville de Saint-Leu, les aspects financiers m'inquiètent pas trop, puisque s'il faut remettre de l'ordre, on saura faire. Il y a eu des embauches de fait. Une directrice générale adjointe, DGA comme on dit, directrice de la communication. Et je pense qu'on peut faire des économies sur certaines fonctions et par contre renforcer, que ce soit l'accueil à la mairie. On n'a plus qu'une assistante sociale, alors que la ville s'est quand même appauvrie. Oui, il y a quelqu'un qui est démissionné, qui est parti au mois de janvier. On n'en a plus qu'une. Si vous allez en mairie, vous pouvez voir qu'il y a peu de monde qui vous accueille, parce que parfois à l'accueil, il y a une personne ou 2 maximum. Alors il suffit, vous pouvez toujours essayer d'appeler. Voilà. Donc il y a vraiment à redéployer, à refaire fonctionner l'organisation municipale. Et ça, lorsque nous étions élus avec certains qui sont dans la salle, on faisait des manifestations avec le personnel de la ville, parce qu'on ne fait rien sans les hommes et les femmes qui travaillent, enfin sans les femmes, et les hommes qui travaillent pour le service public communal. Il y avait une ambiance qui nous permettait de faire des épreuves sportives où on avait des équipes élues, des équipes de fonctionnaires de la commune, participer à la course des coteaux, participer à des matchs de foot. Et ce dynamisme, il faut le retrouver. On avait un dynamisme sur le plan sportif. On avait accueilli le Red Star à Saint-Leu-la-Forêt qui s'entraînait à Saint-Leu-la-Forêt, qui faisait vivre les commerçants, qui allaient au restaurant à Saint-Leu-la-Forêt. On avait fait 14... Moi, je me souvenais plus de tout ça, c'est les services de la ville. Quand j'étais élu, on avait fait 14 matchs d'équipe nationale africaine. On recevait les ambassadeurs, on recevait des ministres, et on recevait surtout des joueurs de foot qui faisaient rêver les amateurs de foot, puisque tous les joueurs africains jouent souvent la plupart en Europe. Donc c'était... Marquinhos est venu
à Saint-Leu-la-Forêt, gracieusement jouer au foot avec les jeunes de Saint-Leu de l'époque. Donc il y a plein de choses qui étaient faisables et qui sont faisables et qu'on veut retrouver. Et avec de l'efficacité, de l'intelligence. Et surtout, c'est que lorsque vous allez choisir, donc dimanche prochain, il y a vraiment des grosses différences entre les équipes. Des grosses différences. Là, vous avez devant vous quelqu'un qui a toujours été à Saint-Leu-la-Forêt, qui a la passion de sa commune et qui, lorsqu'il était élu, avait créé les groupes de quartier. Les groupes de quartier, c'était 40 personnes, 4 groupes de 10. C'était des personnes que l'on rencontrait régulièrement et la population avait donc 2 fois par an par groupe de quartier, donc au printemps et à l'automne, l'occasion de rencontrer les élus, le maire, de rencontrer le commissaire de police qui venait, de rencontrer l'inspecteur d'académie qui venait pour les problèmes d'école, de rencontrer tout un tas de personnalités de l'État pour expliquer pourquoi à Saint-Leu. Et là, il n'y avait pas de filtre. Les personnes pouvaient poser des questions, évidemment au maire et au service de la mairie. Et ça permettait de rendre compte. Et ce qui s'est fait à Saint-Leu-la-Forêt ne se serait jamais fait s'il y avait eu encore les groupes de quartier. Je pense à l'argent gaspillé à la place de la mairie, je pense au changement de pied sur la salle des fêtes, je pense à la durée absolument incroyable sur cette coulée verte qui a coûté, vous parlez de 300 000 €, on est à 1,5 million, je ne sais même pas en fait. C'est quand même quelque chose d'absolument inadmissible. Et là, tout ça, ça a été possible, cette dérive, cette gabegie, parce que l'opposition a été bien faible. Parce qu'en fait, un maire tout seul ne fait pas ce qu'il veut. Il est dans un conseil municipal. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Donc les groupes de quartier, et moi, je recevais en permanence libre, une fois par mois, donc sans rendez-vous, tout le monde. Et évidemment, je voyais beaucoup de monde. Et j'ai toujours essayé d'aider les personnes qui venaient me rencontrer, parce qu'évidemment, si elles venaient me rencontrer, la plupart du temps, j'avais mes habitués qui étaient contents de me voir, mais c'est qu'elles avaient quelque chose à demander. Et donc avec la personne qui était maire adjointe, notamment surtout au social et sur des problèmes de logement, on recevait en permanence libre. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on refera. Et il y a une possibilité également, c'est qu'on refasse ce genre de choses, des permanences libres au Diablo. Puisqu'au Diablo, sur ce côté-là de la ville, il y a de plus en plus de personnes qui nous disent on ne va plus en centre-ville parce qu'on ne peut pas se garer, parce qu'on a du mal à y aller. Donc avant, ça coûtait rien à la ville, on avait financé 2 minibus par la publicité qui circulaient. Lors des fêtes, on avait un train bleu et blanc, les couleurs de la ville, qui circulait dans la ville, qui faisait un circuit qui permettait aux personnes d'ici d'aller en centre-ville, des personnes des tanières, voilà. Donc on recréera tout ça. Et là au cœur, c'est pas une question d'argent. Les minibus, ils étaient financés par la publicité. Et je termine sur ces points-là, puisque il y a 2 choses qui ont été annoncées hier. Il y a eu la première réunion de Madame le maire candidate hier. Donc la Madame le maire candidate hier a annoncé que le projet de Next City avait été signé. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Donc en fait, même si le permis est dit signé, ça ne veut pas dire que ce projet se fera. Ça veut dire qu'il n'est pas, il va pouvoir être consultable par la population. Donc là, c'est du logement. Il va pouvoir être attaqué éventuellement. Il va pouvoir être retiré par la prochaine équipe. En tout cas, ça veut dire que la vente n'a pas eu lieu chez le notaire. Ça, c'est sûr. Et je vous disais tout à l'heure qu'à la salle des fêtes, l'actuel maire avait déposé un permis, accepté le permis, retiré le permis. Donc ce qui est fait là, même si ce permis est accepté, il sera toujours possible de le retirer, et moi je le retirerai, parce qu'à cet emplacement-là, comme partout en ville, je veux faire un moratoire sur les constructions. Un moratoire, c'est-à-dire suspendre les projets immobiliers où qu'ils soient, et notamment à côté. À côté, on a l'ambition de faire venir un pôle de restauration, un pôle récréatif, pour recréer de l'activité, de la vie, pour recréer aussi, ça fera de l'emploi si on a 2 restaurants, ça fera de l'emploi si on a un espace où on peut faire du bowling ou autre chose, et il y a de la place. Il y a de la place, il y a du parking, il y a 2 départementales, une départementale, il y a 10 000 véhicules par jour au boulevard Brémond, il y a 15 à 18 000 sur le boulevard Rostand, on est à la sortie d'autoroute. Donc c'est pour ça que commercialement, c'est attractif. Et là-dessus, sur cet endroit-là, on doit pouvoir faire venir des clients qui habitent évidemment à côté, mais des gens qui viennent d'ailleurs, de villes à côté, parce que c'est agréable, parce que c'est moderne, et parce qu'on a envie de venir, on y passe un beau moment. Donc là, voilà l'ambition, en tout cas pour ce qui est à côté, c'est de bloquer les constructions de logements, parce que sur les Diablos, mais ailleurs aussi, il y a beaucoup de projets qui sont cachés aujourd'hui. Alors beaucoup. J'en connais au moins 3 sur des secteurs où on a demandé aux promoteurs de faire des promesses de vente longues. C'est-à-dire que ça sera révélé après les élections. Donc là, on est saturé
la Marie Curie, qui est une école à proximité, il y a plus d'enfants, contrairement à ce que dit l'équipe actuelle. Et il y a des endroits dans Saint-Leu où il y a plus d'enfants, c'est le cas. Il y a une vingtaine d'enfants en plus, c'est ça, par rapport à l'année dernière. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est plus d'une vingtaine d'enfants en plus. Donc évidemment, si on construit d'autres logements, forcément, il y aura des enfants en plus. Et les Diablos, donc les domaines, il y a beaucoup de personnes dans des grands appartements, seules. Et bien, dans les années à venir, évidemment, ces personnes seules, c'est des appartements des années 70. On construisait des grands appartements pour des familles à l'époque. Et bien, mécaniquement, c'est des familles avec enfants qui arriveront, qui seront à naître ou qui arriveront avec leurs parents, qui vont, et c'est une bonne chose, qui vont devoir occuper les écoles de la ville, fréquenter le collège, fréquenter les installations sportives. Donc il faut absolument qu'on mette à niveau les infrastructures. Et c'est ce dont on a souffert. Ces dernières années, il n'y a eu aucune anticipation là-dessus. Il y avait une école de prévue aux Grandes Tanières, de 5 classes en maternelle, de 5 classes en primaire, un restaurant scolaire, on gardait près de 3000 m². Tout ça, c'est des choses qui étaient prévues. Donc ça ne s'est pas fait. En tout cas, merci de votre présence et je suis à votre disposition pour répondre, si je peux, à vos questions. Élections municipales 2026 avec Sébastien Meurant. Bonsoir, moi je vais parler au niveau sportif. Je fais partie d'une association sportive de Saint-Leu. Il n'y a pas assez de créneaux pour... On n'a qu'un seul gymnase, un gymnase et demi. Est-ce que c'est prévu un deuxième ? Alors, non seulement c'est prévu, mais il faut reprendre en fait dans le PLU de 2017. Alors, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, donc qui définit en fait ce qu'on appelle un plan d'aménagement et de développement durable. C'est consultable en mairie, c'est consultable sur le site de la mairie. Et il y avait ce qu'on appelle un parc des sports que l'on devait lancer. Il y avait les financements, il y avait des projets qui étaient lancés sur les tribunes au niveau des Andrézy, du stade des Andrézy, qui devaient bénéficier à la fois aux jeunes qui utilisent les Andrézy, les terrains environnants, également l'association canine, le club canin qui est à la sortie de l'autoroute. Ça, on s'était mis d'accord avec le président du club de football de Saint-Leu de l'époque, qui est toujours le même, et il devait prendre en charge les matériaux, c'est la ville qui devait faire la réalisation. C'est engagé, ça a été stoppé. Il y avait un agrandissement du stade de prévu. J'ai fait lancement d'expropriation. C'était une société qui avait des bennes derrière le stade. Parce que je voulais récupérer, on devait acheter une parcelle pour agrandir les services techniques, pour éviter que les voitures se trouvent dans l'enceinte du stade. Donc il y avait des projets qui étaient lancés là-dessus. Et le parc des sports, on devait créer, et j'ai ambition de... Un gymnase, ça coûte 5,5 millions, 6 millions, en fait ça dépend après du terrassement de plein de choses, mais c'est cet ordre d'idée. Je vous disais, on a 4,5 millions de rentrées fiscales, rien que tous les ans, en plus par rapport à 2017. Un gymnase, donc c'est de cet ordre-là, et il y avait donc une volonté de faire quelque chose. Le gymnase, il devrait être prévu là. Et il y a la structure qui est derrière, au début, où il y a les tennis couverts également. C'était un projet des années 90, donc ça date des années 90, c'était une structure légère, ça n'avait pas vocation à durer. On est en 2026, je vous dis, ça date des années 90. Donc on a une salle de gym à l'étage, c'est pareil, c'est assez étonnant. On a des vestiaires qui sont en état lamentable, donc là aussi, il faudra absolument qu'on puisse très rapidement rénover ça. Mais le gymnase, dans le parc des sports, c'est prévu et ça sera quelque chose qu'il faut engager rapidement. Au niveau de la santé, vous voulez faire quoi ? Parce qu'on perd des médecins, on en perd beaucoup et on n'a rien. Et on ne sait pas où aller parce que moi je suis arrivée il y a 8 ans et on m'a dit « Ah ben non, on ne prend plus de patients ». Ophtalmo, pareil, dermato, pareil, on fait comment ? Alors là, il y a un vrai problème national. Là, à côté, il y a un centre médical que j'ai créé à l'époque avec un médecin qui est parti, donc qui est à l'angle en face. Il y avait un terrain qui a été vendu à un aménageur et nous avons racheté le local médical et ce local médical a été fait avec des professionnels de santé et donc c'est comme ça qu'on a fixé une population médicale. Il y a un médecin qui est venu de Montigny-Cormeilles, puisque le centre médical était fermé. Et là, nous, on a, je pense que comme projet, on a écrit qu'on allait recréer ce type de structure pour attirer des professionnels de santé, sachant que je ne peux pas vous promettre demain un ophtalmo, un dermato, où on est vraiment en pénurie et il y a un vrai problème de santé publique au niveau national. Mais par contre, de recréer un lieu comme on vient de faire, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en face, les professionnels de santé payent un loyer, ça nous rapporte de l'argent à la ville. Donc on veut recréer une autre structure. Je sais qu'il y a des médecins qui vont partir en retraite. Et là, il y a quelque chose de très choquant qui a été dit hier par Madame le maire.
Alors, donc en fait, hier, lors d'une réunion donc à la MLC, donc la maire actuelle a parlé qu'elle était en discussion avec l'hôpital d'Aubonne et l'hôpital de Margency. L'hôpital de Margency, c'est l'hôpital des enfants malades, pour racheter le centre des impôts et avoir un projet autour de la santé. Ça peut être que louable. On se dit, c'est bien. Sauf que la réalité est tout autre. Je vais vous demander, je peux vous demander de lire un petit mail. Ça, c'est pas long. C'est pas long. Hein. Bonjour, je confirme qu'aucun projet n'est engagé concernant le centre des impôts à Saint-Leu-la-Forêt et aucune discussion n'a été initiée avec la municipalité à ce sujet. Par ailleurs, il n'existe pas de projet de ce type concernant l'hôpital d'enfants Margency. Je vous remercie de l'information. Bien cordialement, Fatima Ougdigiri, directrice hôpital d'enfants Margency. Merci. J'ai posé une question donc à la directrice de Margency. Vous avez la réponse. Et si vous étiez présent, enfin, c'est choquant. De la même façon, sur le centre commercial, enfin sur le centre des Diablos, lors du dernier conseil municipal de cette mandature, la municipalité a assuré, c'est enregistré, que tous les commerces, enfin, tous les propriétaires et les bailleurs avaient été approchés. Tous. Il se trouve simplement, on connaît quelques-uns. J'ai passé un coup de téléphone, j'ai reçu aussi des mails de ce type-là en me disant qu'ils n'avaient eu aucune nouvelle. La moindre des choses, pour gagner la confiance des électeurs à tous les niveaux, mais c'est quand même plus facile quand on est dans une ville. La proximité, c'est de ne pas dire n'importe quoi. Et c'est très grave. Donc sur la santé, c'est un sujet majeur. On a écrit qu'on allait faire de la même façon ce qu'on a fait là, donc un espace qui permettrait de fixer les médecins, des espaces qui soient accessibles aux normes. Et là, on l'a fait. Donc il faudra refaire ce genre de choses. Et moi, je pense à d'autres choses. Alors c'est pas immédiat, mais il y a des jeunes de Saint-Leu qui font des études de médecine ou de tous les métiers liés à la santé. Et bien de leur donner des bourses contre un engagement moral de rester à Saint-Leu, de s'installer à Saint-Leu. Et c'est vrai qu'on voit de moins en moins des professionnels de santé s'installer tout seuls. Donc il faut qu'ils soient regroupés pour regrouper tout simplement les frais fixes. Et ça, moi, je recréer ce qui a été fait en face. Parce que là, ça permet quand même de fixer des professionnels de santé, de récupérer les médecins généralistes qui venaient de Montigny-Cormeilles, et il faut refaire ça. Et en plus, cette opération-là, je vous dis, elle est financièrement, elle rapporte de l'argent à la commune. Et ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était de fixer des professionnels médicales. Et dans l'ancien centre médical qui a été rue de Verdun, il y a de nouveau des professionnels de santé qui sont installés. Donc en fait, il faut qu'on recrée des centres de ce type. Mais c'est un sujet, évidemment, c'est lié à la politique, à la mauvaise politique au niveau national. Sur la liste, nous avons un médecin, donc qui est en dernière position, puisqu'il est évidemment très pris, il n'a pas beaucoup de temps, mais tenu à avoir un médecin. On a d'anciens professionnels de santé, dentistes. Enfin, c'est un sujet, évidemment, qu'on connaît. Et moi, je veux me tourner vers des jeunes Saint-Loupiens que je connais, qui sont en internat. Mais tout ça se passe en conseil municipal. Ça se fait pas. C'est pas le maire qui décide de donner de l'argent à telle ou telle personne. En tout cas, ça se passe pas comme ça. Ça se passait pas comme ça quand j'étais élu. Donc, en fait, de pouvoir offrir des bourses. C'est un beau sujet de dire vous êtes Saint-Loupien, vous aimez votre ville. Eh bien, si dans 2-3 ans vous êtes diplômé, eh bien, on vous accueillera avec les bras ouverts. Et vous avez votre famille qui habite ici. Eh bien, on revient. Il faut recréer en fait un esprit qu'on avait à une époque, cet esprit village, cette âme saint-loupienne où les gens se connaissaient dans les quartiers des Diablos, les gens se connaissaient. Il n'y avait pas de peur de sortir. Et dans Saint-Leu, dans le centre-ville, il y avait aussi cet esprit-là. On s'entraidait. Eh bien, il faut essayer de retrouver ça. Et donc, en développant ce genre de choses, en disant le fils un tel ou la fille un tel a une bourse, eh bien, c'est des choses importantes. Et c'est des choses que moi, j'avais lancé pour tous ceux qui entreprennent. On avait fait pour quelqu'un qui était en doctorant, qui avait installé sa société, petite société chez lui. On avait baissé à l'époque, c'était sa taxe foncière parce qu'on pouvait le faire. Et en fait, on a intérêt à créer de l'activité dans tous les domaines à Saint-Leu. À côté, il y avait il y a quelques années des jeunes qui avaient créé la Saint-Loupienne. C'était une bière qu'ils avaient lancée. C'était installé au Diablo. Ça c'est pareil, ça a disparu. Et on les avait aidés. Et on avait mis en valeur la Saint-Loupienne. On avait créé les gâteaux de la Reine Hortense. Avec des boulangers, on avait fait un concours parce que la ville a été... Moi, j'avais fait rentrer la ville dans les villes impériales. Donc, tous ceux qui entreprennent à quelque niveau que ce soit, ils trouveront une oreille attentive auprès du maire que je suis, auprès de l'équipe que j'ai montée. Si Doudou et compagnie, qui a quand même fait la mascotte des JO, c'est quand même pas rien. En plus, la personne qui est à la tête de cette entreprise est née à Saint-Leu-la-Forêt. Bon, c'est moi qui l'ai fait revenir. Il est à Taverny, quand même 90 emplois à Saint-Leu-la-Forêt. Eh bien, je pense qu'on aurait pu faire autre chose pour faire connaître la ville. On n'était même pas ville haute de la flamme olympique. On a celui qui a créé la mascotte à Saint-Leu. C'est quand même... Il faut quand même être sacrément mauvais quand même. Ça a été mondialement connu. Bon, la Frige.
y a plein d'exemples comme ça, je peux en citer beaucoup. On a quelqu'un qui a été reçu dans une société, qui a été reçu là il y a quelques mois, 1 mois et demi, à l'Élysée, dans les sociétés innovantes. Il y a Saint-Lô-la-Forêt. On a une société qui travaille dans l'aéronautique à Saint-Lô-la-Forêt, qui a implanté à plusieurs endroits. Et ces gens-là, ça permet quoi? Ça permet à des jeunes de trouver des stages. Ça permet à des personnes un peu plus âgées de trouver des emplois, évidemment. Ça permet de créer de l'activité, parce que les gens qui travaillent à Saint-Lô, ils vont consommer peut-être dans les restaurants à Saint-Lô. Encore faut-il qu'il y en ait. Donc en fait, c'est un état d'esprit. Et ça, on l'a perdu, cette volonté d'être à l'écoute. Lorsqu'il y a des magasins qui sont vides, c'est choquant, parce qu'il y a beaucoup de boutiques actuellement qui sont possédées par la ville, qui sont vides. C'est quand même surprenant. Boulevard Rostand, il y a un feu, il y a une maison qui est vide depuis des années. Moi, j'avais envoyé quelqu'un qui voulait installer son magasin de cycle à l'époque où c'était la pleine période des vélos électriques, etc. Il n'a même pas été reçu. C'est vraiment la volonté d'aider ceux qui veulent, tout le monde, mais de ceux qui veulent entreprendre. Donc là, on va retrouver cet état d'esprit-là. Fabien, puisque c'est vrai que je compte sur toi, et on compte sur toi pour dynamiser, aller chercher des commerçants, entre autres. Bonsoir. Moi, je m'appelle Fabien, je suis colistier de Sébastien. Ma mission au jour d'aujourd'hui, mon travail, tout simplement, je travaille pour la municipalité de Taverny. Je suis en charge des commerces, des entreprises, j'ai la gestion des marchés. Donc mon job, en fait, au quotidien, c'est de favoriser les connexions, d'amener de l'emploi, d'amener de la valeur ajoutée, d'essayer de lutter contre la vacance des locaux commerciaux. Vaste sujet compliqué, d'autant que des entrepreneurs, on a tendance à dire c'est facile d'ouvrir un restaurant, un magasin, tout ce qu'on veut. C'est pas si simple que ça, c'est un vrai métier. Et de ce qu'on a pu entendre des autres candidats, ils savent pas tout, ils n'ont pas forcément vécu. Moi, pour ma part, j'ai 15 ans de grande distribution derrière moi et j'ai eu mon restaurant pendant 5 ans. Donc l'entrepreneuriat, je l'ai un peu vécu, je l'ai un peu exercé. Et mon plaisir aujourd'hui, c'est d'accompagner les entrepreneurs, pas pour les installer, ça m'intéresse pas, mais pour les installer et qui durent dans le temps et que tout le monde y trouve son compte. C'est la difficulté, c'est l'engagement qu'on a, entre autres, avec Sébastien. Et c'est vrai que sur notre liste, on a une liste qui est vraiment diverse. On a des personnes qui sont dans le privé, d'autres qui sont dans le public, on a des enseignants, on a des chefs d'entreprise, on a des cadres dirigeants, on a des ouvriers, on a des personnes qui habitent dans le privé, des personnes qui habitent dans le social. Et ça, vous ne trouvez pas cette diversité dans les autres listes. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas, j'ai pas pris des personnes de la même famille, parce que on était 35, on aurait pu être beaucoup plus, parce que je trouve ça c'est assez bizarre, mais il y a plusieurs listes où il y a des membres de la même famille. On a une autre question, Sébastien. Pour la sécurité, vous avez un projet, pas que la sécurité des Saloupiens, des familles saloupiennes, mais des jeunes. Parce que les jeunes que vous voyez comme des délinquants sont aussi des victimes. C'est compliqué. Bref, vous avez un... C'est bien que ça soit un jeune Saint-Loupien qui pose cette question-là. Moi, en fait, on s'est rencontrés très récemment. Moi, j'étais choqué d'entendre, choqué, pourtant je vis à Saint-Leu, le nombre d'attaques au coup de couteau qu'il y a eu ces dernières années à Saint-Leu-la-Forêt. Plus de 5. Plus de 5. Sur les combien cette année. Et là, moi, parce que je posais la question, comment on peut trouver des katanas, des couteaux dans les pots de fleurs ou Place Colchès? Et il me disait, en fait, c'est pour se défendre. On est à ce point dans une ville qui était paisible. Je vous dis, en 2008, dans le projet de la ville, je ne parlais pas de sécurité. Moi qui suis un homme de droite, qui suis attaché à la tranquillité publique, il n'y avait aucun mot sur la sécurité dans le projet de 2008. Et là, on en est 5 attaques au couteau à Saint-Leu-la-Forêt, maîtresse agressée à Marie Curie, des choses complètement folles, et puis des agressions où la vie des jeunes sont en jeu. Les personnes qui ont passé plusieurs journées en réanimation, et là, cette absence de prise de conscience de la gravité, moi, me sidère. Donc, première chose qu'on va faire très rapidement. Donc je disais, en 2012, les premières caméras qu'on a installées, c'était au Diablo. Le point de cristallisation à l'époque, c'était la tour, 68 rue Jacques Prévert. Seul immeuble de grande hauteur. Moi, j'avais des copains qui habitaient dedans. Il y avait des gens que je connaissais depuis des années qui habitaient dedans. C'était le seul point où c'est le trafic ou en face. Ou voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui habitait cette tour. Enfin, il y a plusieurs personnes qui, sur ma liste, ont habité cette tour. La première chose, donc, la vidéoprotection pour dissuader. Une présence des élus. Moi, si jamais vous m'en faites confiance, eh bien, je ferai comme j'avais fait en 2008. Moi, je suis chez moi partout. Je suis le maire de la ville, je ne suis pas le shérif, mais je suis chez moi partout. Et les gens doivent pouvoir aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et moi, je me promène à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Parce que je cours dans la ville, parce que je veux voir ce qui s'y passe. On vit 24 heures sur 24 une ville. Alors évidemment, pas tous les jours. Mais en tout cas, je demanderai aux élus, et notamment aux élus qui sont en charge de la sécurité, d'être présents. Et ça, c'est absolument intolérable. Tout ça, c'est pas possible de vivre comme ça. Là, moi, je vous disais, au Diablo, il
il y a des personnes qui ont peur de sortir, alors à tort ou à raison, mais là, à chaque réunion que nous avons fait, nous avons des personnes qui ont dit moi je me suis fait cambrioler 2 fois. Moi, en septembre l'année dernière, plutôt monsieur assez costaud a arraché sa chaîne en sortant d'Aldi, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc vraiment, il faut dissuader ceux qui veulent agresser les jeunes ou les moins jeunes de venir. Donc ça passe par, aux entrées, c'est pas compliqué, il y a des entrées et sorties, ça. Déjà, il faut sécuriser les entrées. Et maintenant, on a des caméras qui lisent les plaques. On a un poste de police qui est là. On a la capacité d'avoir le déport d'images. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est recruter. Et en faisant des économies sur la directrice générale, sur la directrice de la com, je peux vous citer des choses. Hein. Ce n'est pas des propos en l'air, parce que je sais où je peux permettre de ça. Pour avoir quelqu'un qui, notamment aux entrées-sorties d'école, pour les petites incivilités ou pour des choses qui peuvent mettre en danger la vie des jeunes, gamins qui sont à 3 sur une trottinette, ou voilà, de pouvoir intervenir tout de suite pour rappeler à l'ordre. Donc de recruter quelqu'un pour donc être derrière les caméras au moment important, d'avoir un renfort au niveau de la police municipale avec une brigade canine qui existait, qui a disparu, d'avoir une brigade motorisée qui existait, qui a disparu, d'avoir pas seulement pour punir, mais pour éduquer, pour prévenir. Sur le dernier mandat de Madame Billet, la solution était de mettre 2 sécurités dans le quartier des Diablos, surtout au niveau de la galerie, qui font 4 tours tous les 4 matins, avec un chien plutôt gentil. Plutôt gentil, ouais. Du coup, pas mal la sécurité. Et aussi, la sécurité passe par une médiation aux jeunes. En fait, on parle pas aux jeunes. C'est comme s'ils étaient là sans être là. Ils sont là et on les pointe du doigt comme ça. Ah, c'est eux, ils font ça. Alors qu'en vrai, il y en a peut-être un, il fait ça sur 10. Peut-être qu'il y en a un, il fait ça, et peut-être les autres, ils sont tous à l'école, ils sont tous bien. Vous parlez avec eux, ils sont intelligents, ils sont répondants, ils ont du répondant, ils ont des projets. Pour la moitié de la ville, c'est eux, c'est pas lui, c'est eux. Et ça, c'est un problème, parce que ça passe par la médiation. Et surtout, en fait, ça passe par la peur de l'autre, ça passe par la peur des rassemblements, ça passe par effectivement le fait qu'il n'y ait plus de lien. Et bien, ça passe aussi, moi j'ai vu ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est accompagner des personnes qui ont besoin. Et là, moi j'avais créé les chantiers jeunes, ça n'existait pas quand j'étais élu, en 2008, ça n'existait pas. J'ai créé ça, on a créé du lien tout de suite avec donc les jeunes de Saint-Leu, parce que ça leur permettait de financer des vacances, de tas de choses. On a créé, je disais, d'espace jeunesse, on a créé l'espace jeunesse. Alors, ici, il y avait donc il y a toujours la Maison de la Plaine, qui fait un certain nombre de missions, c'est pas ce que vous savez. Il y a la MLC aussi, qui était la maison de la jeunesse aussi, enfin de la commune, qui avait des actions, mais plus associatives, etc. Et en fait, de recréer du lien, ça passe certainement par un espace où les jeunes peuvent se retrouver, peuvent partager un verre, voilà. Que ce soit les jeunes ou les vieux, c'est une maison de quartier. Oui, Il faut recréer le lien qui a disparu. En fait, on est trop divisé. On est divisé pourquoi ? Pour rien en vrai. Pour la peur, c'est de la peur. Il y a de la peur inutile. Et des katanas, comme vous avez dit. Effectivement, il y en a. Et c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. Mais c'est pour se défendre. Les jeunes d'aujourd'hui, dans la France à Macron, ils sont obligés. Ils sortent de chez eux, ils peuvent se faire planter alors qu'ils n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habillés en noir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en survêt. C'est pas normal. Non, ça c'est pas normal. Et surtout, c'est pas normal à Saint-Leu-la-Forêt. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Et en fait, nous, on faisait des choses avec les gamins de Saint-Leu, enfin les gamins de Saint-Leu qui étaient des gens des petits frères, des gens que j'ai connus. Pourquoi ? Parce que quand on habite la ville depuis toujours, et on se connaît. Moi, les familles qui habitaient la Tour ou ailleurs, je connais plein, je vais pas les citer, mais on parlait de sportifs. Moi, j'ai fait du judo ici. Il y a l'âme des arts martiaux à Saint-Leu, il s'appelle Kamal Temal. Il y en a d'autres qui restent depuis des années à Saint-Leu, qui sont des exemples. Quand on devient champion du monde de jiu-jitsu, quand il y en a d'autres qui deviennent champion de France, etc. Je cite Kamal, mais parce que je peux le permettre de le citer, parce que c'est un ami, mais il y en a d'autres. C'est un exemple pour les jeunes, et c'est un exemple positif. Là, à Saint-Leu, on a des... Alors, c'est pas ma musique à moi, mais je sais très bien que c'est quelqu'un qui était dans la génération de mon fils, qui a réussi dans la musique. Bon, c'est des exemples aussi. Donc, il faut pouvoir valoriser ce qui se fait et qui touche en fait à toute la population. Parce que quand on a quelqu'un qui réussit, eh bien, quelque part, c'est une fierté pour la ville. Il y a des talents dans la ville. Là, moi, vraiment, ce qui est important, c'est de lieux où, effectivement, sur le quartier, d'échanges. Et sur des choses qui ne coûtent pas bien cher, c'est effectivement que les jeunes puissent se retrouver
à des endroits où ils sont ensemble. Alors il y a plusieurs façons de faire. Alors moi, une façon de faire qui coûte de l'argent à la commune tout de suite, et compte tenu de ce qu'on va trouver, je ne sais pas, je ne peux pas m'engager sur certaines choses, parce que soit on met une maison et on met des fonctionnaires. Et dans ce cas-là, à la limite, moi je suis pour la responsabilité. La responsabilité, c'est de laisser un espace à une association qui gère l'association, qui monte des projets avec la ville, sur tout un tas de projets, parce que moi je suis pour la liberté d'entreprendre, et ça peut être des projets sportifs, culturels, ça peut être des projets d'échange, ça peut être des projets, tout type de projets, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et dans ce cas-là, il y a une association qui doit se monter. L'association, c'est un président, c'est un trésorier, c'est un secrétaire, mais c'est surtout un président et un trésorier, et c'est eux qui sont responsables. Et après, la ville, elle passe un accord avec cette association, cet espace soit géré et monte des projets, et alloue des subventions pour faire en sorte que ces espaces répondent à des attentes sur un quartier. Et là, ce que je n'ai pas dit, et ce que je tiens à annoncer, c'est que dans les groupes de quartier, on avait 10 personnes, et on a dit qu'on ferait rentrer des jeunes dans les groupes de quartier. Donc des jeunes sur les 4 quartiers de la ville. Et les groupes de quartier, c'est fait pour proposer, et c'est fait pour contrôler, et c'est fait pour mettre en valeur, et c'est fait pour proposer des choses. Quartier de la Plaine, eh bien, il peut proposer des choses pour le quartier des Coteaux et le quartier de centre-ville, parce qu'ici, il y a des choses qu'on n'a pas dans le centre-ville. Il y a cet espace qui est quand même sympa, qui est garé derrière. Si on peut mettre un espace, parler de barbecue en plein air, un endroit où c'est prévu pour, eh bien, d'organiser, je ne sais pas moi, des fêtes autour des cuisines du monde, enfin, ce qu'on veut. Enfin, il y a plein de choses possibles. En fait, la liberté doit être la règle, l'interdiction, l'exception. Ça, c'est un principe normalement en droit français. Et effectivement, avec M. Macron, c'est l'inverse. Rappelez-vous, sous le Covid, vous deviez vous autoriser à sortir vous-même. Enfin, il ne faut quand même pas oublier. Hein. C'est pour ça que j'aurais jamais pu être, comme on l'avait proposé, être macroniste, c'est pas possible. Dans le délire actuel où ce qu'on vit, j'ai déposé une liste municipale. Donc il y a très peu de temps. J'ai dû m'autoriser moi-même à m'autoriser de déposer la liste. Je vous jure, il y a un CERFA pour ça. Ça n'était jamais arrivé. C'est la troisième fois que je me présente pour être maire. J'ai dû m'autoriser. J'ai rempli un CERFA. On avait oublié avec Grégory, on avait oublié le CERFA pour s'autoriser moi-même à déposer la liste. On est quand même dans un drôle de monde. Ah, vous êtes d'accord? Donc en tout cas sur ce qu'on pourrait faire pour les jeunes du secteur, ou d'ailleurs, c'est effectivement une maison de la jeunesse. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ça, c'est pas quelque chose qui coûterait bien cher à partir du moment où c'est quelque chose d'associatif. On a une autre question, Sébastien. Moi, je passe beaucoup de temps dans le gymnase parce que je suis investie aussi dans le basket. Et moi, j'ai parlé à plusieurs occasions avec des jeunes qui viennent s'asseoir dans le hall du gymnase parce qu'ils n'ont pas d'endroit où passer un moment et ils ne font pas de bêtises. Il y en a peut-être, hein. Mais moi, les personnes avec qui j'ai discuté, ils sont polis, ils sont gentils. Et je pense qu'ils ont besoin effectivement d'un lieu où se retrouver. Après, sous forme d'association, je ne sais pas. Mais je pense que cette idée, elle est importante. Et le deuxième point que je voulais parler, c'est que moi, j'habite côté de l'hôtel des impôts. Et au niveau des transports, on n'est pas très bien desservi. Parce que moi, je suis en situation d'handicap. Jusqu'à maintenant, j'allais en voiture à la gare, mais il n'y a plus de parking. Ça a été supprimé. Les quelques places qu'il y a dans la rue sont prises dès le matin parce que les personnes qui habitent dans les immeubles, soit elles n'ont pas de place de parking dans l'immeuble, soit elles ont 2 voitures et la deuxième voiture, elle reste dehors. Donc actuellement, je prends le bus, constamment dévié. On n'a aucune information sur ces déviations. On est lâché au niveau de l'agence Sénac par là. Et le reste du trajet, il faut le faire à pied. Les trottoirs sont dans un état épouvantable. Je peux vous assurer que quand vous avez des difficultés pour marcher, c'est très compliqué. Et à cela s'ajoute le fait que le soir, il n'y a pas de bus pour entrer vers l'hôtel des impôts. Parce que ce bus qui est terminus à la gare, après il démarre de la gare, il fait Saint-Leu, Taverny, Beauchamp, Montigny, et hop, dans l'autre sens. Donc ça veut dire que si je prenais ce bus, je mettrais à peu près 1h30 pour rentrer chez moi le soir. Et je sais très bien que l'autre côté de la ville, ils n'ont pas de bus non plus, mais c'est un peu compliqué. Il y a 2 choses dans votre question. En fait, il y a effectivement l'absence de places de parking à la gare. C'est même pire que ça, puisque la salle des fêtes 400 est annoncée à 400 places assises, 1000 places debout et 66 places de parking.
Donc il y a eu, ça, c'est pareil, parce que dans le genre de conception, c'est quand même assez surprenant. Il y avait plus de place avant que maintenant, alors qu'il y a une salle des fêtes qui se monte. Il y a au bout de la rue Prévert, il y a un SCI, une société qui a fait faillite il y a très longtemps. Il y a donc un bâtiment qui est vide, qui est abandonné depuis très longtemps. Ce bâtiment devait être acheté par la commune. En haut de la rue, il y a ce bâtiment où il y a des box, et derrière, le long d'un chemin de fer. C'est abandonné depuis des décennies. Et ça, ce lieu-là, eh bien, la ville devait l'acheter. J'ai même négocié le tarif pour faire des parkings, et notamment pendant les travaux, pour éviter que les gens soient enquiquinés. Mais ce que vous dites, c'est même pire que ça. Moi, pour être passé il y a encore quelques temps, là, il y a les travaux, les camions s'arrêtent, il n'y a pas d'arrêté, ils mettent un panneau rue barrée, ils s'en moquent. Alors que c'est interdit. Normalement, pour fermer une rue, il faut un arrêté municipal. Là, je peux vous montrer des photos, je crois que c'est d'avant-hier. Eh bien, moi, je suis resté à peine poli, enfin, même pas poli du tout d'ailleurs, j'en ai pour 20 minutes, une demi-heure. Bon, on est derrière, on fait marche arrière, on met des gens éventuellement en danger. Les parkings, il y a cet endroit-là qui était... Je l'ai zoomé comme un parking dans le cadre du PLU. En face du Rosaire, vous avez 2 maisons qui sont abandonnées. Une maison également qui est zoomée dans le cadre du PLU pour faire un parking. C'est vide depuis une dizaine d'années. Nos impôts, vos impôts, payent l'entretien parce que ça coûte 18 000 €, je crois, par an de raser une fois de temps en temps la végétation. C'est une absurdité. Donc ça, premier point, il y a des possibilités de créer des places de parking. Là, sur donc la rue Gambetta, vous tournez à la rue Louis Blanc et maintenant vous trouvez un magnifique sens interdit. C'est quand même incroyable. Là, donc il se trouve que j'étais en plus le soir même rue Voltaire. Il y a des personnes et j'aurais posé la question, vous êtes informés qu'il y a un sens interdit? Parce que quand il va y avoir des spectacles, tous les gens qui vont tourner donc, rue Louis Blanc vont après tourner rue Voltaire. Donc il va y avoir un passage rue Voltaire et rue des Tilleuls sur des rues qui sont défoncées. Vous avez parlé de trottoirs, madame. Partout, c'est le trottoir. C'est scandaleux. C'est honteux. Moi, là, le centre-ville aujourd'hui, les trottoirs devant, après la Fontaine, c'est un scandale. La rue de Paris, qui est la rue principale, c'est une honte. La rue de Paris, j'ai des dossiers de 2017, juillet 2017, où je travaillais pour la refaire jusqu'à la Fontaine, puisque la rue de Paris avait été faite de Saint-Prix jusqu'à la Croix du Jubilé, et de manière logique, avait prévu de refaire la suite. Et je peux vous montrer, j'ai des dossiers là-dessus. Tout ça, c'est abandonné. Là, c'est sur le côté parking. Il y a des solutions à court terme de racheter cette SCI d'Amner. C'est 250 000 €. Hein. Quand la place de la mairie a coûté 600 ou 700, on ne sait même pas. 250 000 €, c'est quand même beaucoup moins cher. Et on crée des places pour les gens. Et à plusieurs endroits, la municipalité actuelle a supprimé des places de stationnement, ce qui est une absurdité. Alors après, sur les transports, il y avait à une époque du transport à la demande. Il y avait encore d'ailleurs les panneaux sur la Croix du Jubilé, j'étais à la Croix du Jubilé, vous avez Taxival. Ça fonctionnait. Ça ne fonctionne plus, mais ça fonctionnait avec l'agglomération. Mais par contre, ils ont laissé les panneaux. Et moi, en tout cas, ce que je tiens à relancer, et là, ce que vous dites sur le handicap, je parlais de 30-14 tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a du mal à marcher, qui me disait, avant, on avait un bus donc aux Terres Blanches, c'était le 30-14. Là, maintenant, il ne passe plus là. Et cette personne-là, qui a du mal à marcher, il disait, mais je ne comprends pas pourquoi. D'abord, on m'a dit que c'est parce qu'il y avait les travaux que le bus devait changer de sens. Et maintenant, on me dit que ça va rester comme ça. Le parcours que je vous décrivais, c'est absurde. Alors là, le transport des bus, ça dépend du STIF, c'est lié à la région. Mais la ville, sur le trajet, évidemment, a son mot à dire. Et là-dessus, sur le trajet des bus dans la ville, évidemment, la ville a son mot à dire et peut changer les choses. Alors, relancer le transport à la demande, je pense que c'est une chose qui est nécessaire. Quitte à trouver des accords avec des taxis Saint-Loupiens, il y en a quelques-uns, moi je connais qui régulièrement vont chercher des personnes, mais le plus simple c'est, et moi j'espère qu'il y a des villes où la 5G permet d'avoir des transports autonomes. Ça existe déjà dans quelques communes. Il y a des tests qui sont laissés. Et moi, sur le boulevard Rostand, sur certaines rues, je pense qu'on peut, moi, s'il y a des sociétés qui veulent, qu'on veut expérimenter des transports autonomes, eh bien, la technologie avance vite, il y a des choses qui changent, et moi, je suis partant pour qu'on puisse essayer de développer le transport de ce type, parce que ça permet de relier les gens et de relier les secteurs. C'est important. Une autre question. Oui, bonsoir. Enfin, c'est pas tout à fait une question, c'est juste quand j'étais enfant, mes frères qui sont plus âgés que moi,
Pour s'occuper, il y avait une MJC, on habitait sur Hermont. Bon, il y avait des groupes de musique, ils pouvaient faire de la musique, ils faisaient de la batterie, de la guitare, etc. Il y avait aussi des concours de ping-pong, enfin voilà, il y avait plein d'activités proposées aux jeunes, ce qui fait que ils avaient de quoi s'occuper, quoi. Est-ce que ça serait possible de refaire la même chose Là, bien sûr. Et nous, on avait, dans les écoles, il y avait des concours de caisse à savon. Enfin, il y a eu ça. Il y a quelques sur la rue des Diablos. Il y a eu ce genre de choses. Il faut trouver des gens qui veulent s'en occuper. Donc, il faut traiter correctement les bénévoles. Il faut la course des coteaux à Saint-Leu, par exemple. Là, vous avez vu, je ne sais pas s'il y en a qui la font, mais c'est le nombre est limité. Pourquoi le nombre est limité ? C'est parce qu'ils ont du mal maintenant à trouver des bénévoles. Parce que l'ambiance est tellement mauvaise à Saint-Leu-la-Forêt que, par exemple, avant, on demandait à des associations de donner des bénévoles pour des manifestations de la ville. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Il y a quelque chose qui a été créé, les 40 Bosses à Saint-Leu-la-Forêt, qui rassemble beaucoup de monde. Ils ont créé une association où les gens ont plaisir à se retrouver. En fait, il faut retrouver le plaisir d'être ensemble autour d'une passion, que ce soit la musique, que ce soit le ping-pong, que ce soit le foot, le judo ou autre chose. Donc là, il faut pouvoir être à l'écoute de ceux qui, en mairie, se disent moi, je voudrais lancer ça. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Je voudrais aborder le sujet finance. Vous avez parlé des trottoirs, il faut faire quelque chose. Vous avez repensé à remettre un PPP que vous avez fait, je crois, il y a quelques années. Il y en a qui en ont profité pour ressortir les emprunts toxiques il y a très longtemps. J'aimerais bien savoir comment vous arrivez à le financer avec, a priori, la piscine. Vous semblez ne pas vendre le terrain, parce que vous gelez tout. Donc il va falloir quand même trouver l'argent. Alors, la piscine, je n'ai pas dit que je ne la vendais pas. J'ai dit que je souhaitais qu'on puisse la transformer en pôle de restauration et récréatif. Donc, ce n'est pas le même prix, certainement, que de faire des logements auprès de quelqu'un. Là, c'est vendu pour peut-être 3 millions d'euros. C'est peut-être pour équilibrer le budget, parce qu'il y a tellement de factures à payer. Ça, je ne peux pas vous répondre vraiment de manière très, très factuelle et très chiffrée, puisque je vous dis, il y a des travaux en cours, les factures à venir, donc on verra. Mais donc je la vends quand même. Je la vends pour retrouver un pôle récréatif, restauration, etc. Donc c'est pas le même prix de vente, mais j'espère bien pouvoir attirer des personnes, puisque je vous dis, il y a des personnes qui, moi, m'ont dit, on croit, à Saint-Leu, on y croit. Saint-Leu, c'est quand même pas n'importe quelle ville. On avait quand même une très très bonne cote. Saint-Leu, c'était en 2014, je vous dis pas de bêtises, c'était la ville où ceux qui revendaient. C'était une étude du Crédit Agricole sur toute l'Île-de-France, une étude de banque Crédit Agricole, qui était la ville où ceux qui achetaient pour la deuxième fois choisissaient Saint-Leu-la-Forêt. Et ça, malheureusement, c'est fini. Alors sur le PPP, j'en avais fait en 2011. 2011. Pourquoi on avait fait ça ? Parce que en fait, à la ville, on ne nous prêtait pas d'argent. Les banques, du fait des emprunts, donc vous pouvez parler d'emprunts toxiques. Alors, n'hésitez pas à poser ou à revenir après. J'essaie de faire de la vulgarisation. Les emprunts toxiques, ça avait été pris par mon prédécesseur en 2007. 8 millions d'emprunts, donc ce qu'on appelle des emprunts structurés qui sont devenus toxiques, parce qu'il y avait un prêt qui s'appelait Tofix Fixem, qui était basé, en fait, il y avait un prêt donc à 3,96. Et en fait, il y avait donc ce prêt-là, mais le calcul du taux d'intérêt était basé sur un rapport entre l'euro et le franc suisse. Au fil des années, si jamais le franc suisse montait par rapport à l'euro, eh bien le taux d'intérêt montait. Évidemment, depuis 2007, le franc suisse et l'euro, donc ça coûtait effectivement très cher. Et ça, nous avions été la première ville à faire condamner Dexia derrière le département du 93. On avait perdu en appel. Il y a une loi socialiste qui avait changé, parce qui avait cassé la décision de justice. Et après, on avait été jusqu'en cassation en 2018. Et moi, je souhaitais que l'on poursuive au niveau européen. Parce que les banques, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Roumanie, en Bulgarie, ont été condamnés. Il n'y a qu'en France. Bizarrement, on a quand même M. Macron, puisqu'il a été cité par des jeunes, c'est bien qu'il s'intéresse à la politique. On n'est qu'en France, ça n'a pas été condamné. Et donc moi, je souhaitais qu'on poursuive au niveau européen, et je pense qu'on aurait gagné au niveau européen. Ça n'a pas été fait, puisqu'en 2018, j'étais plus maire. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas voulu monter au-dessus. Donc les emprunts structurés, on en a renégocié une partie. On avait 8 millions. Il y avait une autre partie qui était sur un différentiel de panier de taux, un différentiel entre taux court et taux long. Et là-dessus, on avait renégocié, transformé en taux fixe. Donc ces emprunts structurés, d'une, ils ont été pris par mon prédécesseur. 2, on a été la première ville à faire condamner la banque, première ville. Et 3, moi, j'ai pas été maire quand les taux étaient à 0%, où c'est peut-être là qu'il fallait se demander combien coûtait le rachat
Alors après, le temps passe. Les dernières années, c'est en taux fixe. Il y avait les premières années qui étaient en taux fixe. Après, c'était selon les conditions de marché. Et les dernières années sont en taux fixe. Donc ça se termine dans quelques années, ça sera en taux fixe. Et puis on rembourse quand même du capital au fil de l'eau. Donc ça, c'est des emprunts structurés. C'est beaucoup moins onéreux que c'était au début, puisque là, je vous parle quand même des années 2010. C'était pris en 2007. En 2010, ça explose et les taux sont très, très élevés. Et concernant le PPP, donc le PPP, c'est un partenariat public-privé qui permettait en fait à un groupement d'amener le savoir-faire et d'amener le financement. Je vous disais que la ville ne pouvait pas emprunter à l'époque. Donc là, à l'époque, Vinci empruntait moins cher qu'une ville de Saint-Leu-la-Forêt. C'est simplement ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de financement. Et aujourd'hui, le public emprunte. Alors évidemment, avec l'État qui est très endetté, les taux ont monté, mais on emprunte. C'était le moment ou jamais, il y a quelques années, où les taux étaient à 0%. Par exemple, d'acheter les commerces du centre-ville, ça rapportait de l'argent. Donc là, aujourd'hui, PPP, non. Par contre, des projets qui ressemblent à ça, oui, parce que les travaux qu'on leur fera, c'est pas sur une rue, mais c'est une plaque de rue, parce que ça coûte moins cher. On est évidemment, vous imaginez bien que déplacer les finishers, ces gros engins sur une rue, vous les déplacez sur plusieurs rues, ça coûte moins cher au final. Et moi, j'ai une idée précise des coûts, combien coûte une rue, combien en fonction du métrage, de l'utilisation de la rue, si ça va être une rue à chaussée joie, etc. Donc le PPP, je pense pas. Par contre, l'avantage de cette formule, donc sans le financement, c'est que les sociétés qui sont choisies, les groupements, ont une obligation de résultat. Lorsqu'on a fait le PPP sur la rue de Gaulle, sur la rue de Chauvry, sur certaines rues, rue de la Forge, etc., la société, on a dit, on refait ça, on enfoue les réseaux, on change on refait l'assainissement. On a créé l'assainissement n'existait pas sur tout ce qui était chemin des Clays là-haut. Et des gens avaient des fosses septiques. On recrée des ouvrages pour empêcher les inondations. On a créé des dallos, donc c'est des bacs tampons énormes. Et donc là, cette société avait la conception, la réalisation, la maintenance. On ne payait pas au début, on payait un loyer comme un leasing, sauf qu'on était évidemment toujours propriétaire des rues. Et donc l'avantage, c'était que la société, pour la ville, c'est que la ville payait une fois que les travaux étaient terminés. Donc c'était une incitation à respecter des délais importants. Les délais. 2, c'est une incitation à travailler correctement parce que la société entretient pendant un certain nombre d'années défini par le contrat. Donc si jamais c'est mal fait, c'est eux qui payent, c'est contractuellement. Et ils ont un délai pour réagir s'il y a un trou, etc. Donc c'était l'avantage du partenariat, c'était ça. C'était donc un financement étalé sur la durée. De toute façon, on ne pouvait pas emprunter. Et surtout, c'est que la société est payée une fois qu'elle avait fait les travaux et la société était chargée de l'entretien pendant toute la durée du contrat. Donc là aussi, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que il y a un début de contrat et une fin de contrat. Donc en fin de mandat 2026-2032, et bien tous ces contrats-là arrivent à terme. Donc on retrouve une marge de manœuvre importante pour pouvoir réinvestir dans ces contrats de partenariat, ce qui a été signé. Donc avec Eurovia, c'est une filiale de Vinci. Il y avait le patron d'Eurovia qui était venu. On était à la 2e ville d'Île-de-France, derrière le Plessis-Robinson. Si vous savez comment est géré le Plessis-Robinson, eh bien, c'est ce qu'aurait pu devenir la ville de Saint-Leu. On aurait pu poursuivre la rénovation de nos voiries de manière intelligente et ça se serait vu parce qu'on aurait fait d'autres voiries. Et le partenariat, donc à la fin du partenariat, la société s'appelle Spheria, doit nous refaire la voirie. Là, donc je vous parle de la voirie sur celle qui était concernée, donc la rue de Gaulle, le chemin des Clays, la rue de la Forge, la rue du Rue, la rue Gâteau. Et donc, quand j'expliquais aux gens, c'est qu'en 2010, quand on a dû signer ça, on investissait pour 30 ans. Parce que donc, à la fin, donc c'était 20 ans, la ville avait des voiries neuves. Parce que là, à la fin du contrat, ils doivent nous remettre à neuf les voiries. Les voiries, c'est les routes, trottoirs, c'est tout le reste. Mais là, aujourd'hui, le financement n'est plus un problème. Alors, c'est là, monsieur pose la question de la loi, en fait, c'est la loi Guessot. La loi Duflot est toujours en combat. Voilà. La loi Duflot, c'était une loi qui interdisait, en fait, de mettre des surfaces minimales pour construire. Nous, à Saint-Leu, en 2011, on fait un PLU, on met 800 mètres pour construire sur une partie de la ville, notamment sur où il y a plus de jardins, les coteaux, et 250 mètres ailleurs. Donc en centre-ville, il fallait 250 mètres minimum pour construire. Il y a une loi Duflot qui arrive et qui supprime tout ça en 2014, je crois. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a rouvert un PLU pour remettre des barrières pour limiter la constructibilité. Et donc là, vous parlez de la loi Guessot, je pense, sur les 25% de logements sociaux. 25% de logements sociaux. Donc là, c'est la loi Guessot. Une loi Guessot qui est antérieure à la loi Duflot. Guessot qui était communiste et qui avait considéré qu'en fait, tout le monde fait la même taille. Tac. C'est 25%, que vous soyez au bord de la mer, que vous soyez à la montagne, il faut 25% de logements sociaux. Nous, à Saint-Leu, quand je suis arrivé, on était à
un peu moins de 11% de logements sociaux. Et donc il fallait 11% du nombre de logements, enfin 25% du nombre de logements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a 100 logements qui se construisent parce que les terrains se divisent, on doit faire 25% de logements sociaux. Donc c'est en fait, à chaque fois qu'il y a une construction, c'est 25%. Voilà. Donc c'est la course à c'est sans fin, en fait, quelque part. Et donc là, on est passé à 17%. Donc il nous manque à peu près 650 logements sociaux sur la ville. Vous voyez ce que ça peut représenter. 650 logements sociaux à la date d'aujourd'hui. On est sous amende, on paye. Moi, j'avais fait condamner l'État, je crois qu'ils nous avaient remboursé près de 800 000 euros. Parce que justement, des amendes, l'État oblige à construire, mais d'un autre côté, empêche de construire sur certaines zones. Parce qu'il faut respecter les espaces verts. Et on est heureux d'avoir la forêt. On est heureux d'avoir mis des zones N sur certains endroits où c'est plus constructible. Donc là, moi, l'engagement, il est très clair. Je l'ai annoncé, moratoire, ça veut dire suspension. Et ça veut dire expliquer au préfet que 25% à Saint-Lô, c'est pas possible, parce qu'on ne tient pas à réaliser les pavillons pour construire des logements sociaux qui posent par ailleurs d'autres problèmes. Moi, ce que je veux, c'est que les logements sociaux bénéficient d'abord aux Saint-Loupiens, c'est-à-dire qu'il faudra absolument défendre les dossiers de la ville dans ce qu'on appelle les CAL, les commissions d'attribution de logements. Et là, comme vous voyez, les logements sociaux qui ont été faits, mon Dieu, on cherche les Saint-Loupiens. Et là, des logements, il y en a plein à sortir. Je vous ai dit des projets cachés, voilà, mais il y a des projets en cours. Centre-ville, il ne devait pas avoir de logements sociaux. Pas. Il y en a 30%. Ils ne sont pas livrés. Et en plus, ça plante le projet parce que ceux qui ont signé, vous imaginez bien, ils ont signé au départ sans ça. Vous avez rue Général Leclerc. Vous avez, donc il y a le rue de l'Hermitage, il y a rue Général Leclerc. C'est pareil. Il y a 36 logements sociaux. En face du Picard, également, autant de logements sociaux. Donc il y en a suffisamment. Donc là, moi, ce que j'avais expliqué déjà fort longtemps, loger les Saint-Loupiens, oui. Avoir un parcours résidentiel, oui. Aider les jeunes ou les moins jeunes à se loger parce que c'est difficile, parce que c'est un problème, parce que les loyers sont trop chers, oui. Donc se battre pour loger les Saint-Loupiens, pouvoir aider lorsqu'on a des opérations. On avait par exemple fait une opération rue des Grandes Tanières sur une partie du terrain. Et là, on avait choisi un promoteur qui avait des tarifs de sortie assez bas par rapport à ce qui se faisait à l'époque, et il y avait une pré-commercialisation qui était réservée aux Saint-Loupiens. Ce genre de choses, c'est légal, on a le droit de le faire, c'est ce qu'on avait fait, et parce qu'on voulait attirer des familles. À l'époque, Saint-Lô perdait des habitants, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc en fait, sur cette politique moratoire pour tous les logements, parce qu'on a une particularité qu'on vit en ce moment, c'est que moi j'ai connu à Saint-Lô plusieurs crises, notamment de l'immobilier, enfin de crise tout court. En 2008, c'était une vraie crise. Donc les prix s'étaient un peu tassés, mais n'avaient pas chuté. Là, aujourd'hui, il y a énormément de biens à vendre sur Saint-Lô. C'est la première fois. Il y a beaucoup de biens à vendre sur Saint-Lô, si vous cherchez. Et les prix ont vraiment beaucoup baissé. Alors, ils avaient augmenté, c'est vrai. Mais là, ils ont beaucoup baissé. Et vous avez des biens qui n'arrivent pas à se vendre, ou qui se vendent beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est un problème pour notre patrimoine, parce qu'en fait, on perd de l'attractivité. Quand je vous disais à l'époque, Crédit Agricole nous disait première commune de rebond, il y a des explications. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui pose problème avec la sécurité, les commerces vides, la difficulté à circuler. C'est pas possible. Donc en fait, il faut retrouver de la fluidité au quotidien. C'est dans le PADD de 2017, la fluidité au quotidien, que les gens puissent se garer, circuler, vivre, que l'activité économique puisse se faire. Donc sur les logements, objectif moratoire, j'irai batailler avec les services de l'État. On les fera condamner s'il faut. Et la loi, ça change aussi. Parce que c'est une loi qui est communiste. Guesso, c'est un communiste. Rappelez-vous, en 89, quand le mur tombe, il n'y a personne qui va à l'Est. Il faudrait peut-être qu'en France, on s'en rende compte aussi. Voilà, sur tous les aspects. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je compte sur vous pour voter donc le 15. Il reste quelques jours pour convaincre ceux qui sont hésitants, pour poser des questions de dernière minute. Il n'y a pas de questions là. Vous pouvez, comme on me dit, scanner. Donc il y a un scan, il y a des dizaines de podcasts qui essayent de répondre à toutes vos questions. On a répondu à beaucoup de questions. Vous avez un peu, je pense qu'on a couvert un peu tous les champs, l'urbanisme, le sport, la culture, les questions politiques, les questions de mon parcours politique et les questions sur l'équipe. Donc en tout cas, moi je compte sur vous, vous pourrez compter sur moi. Dans la liste, on aime vraiment Saint-Leu. Et moi, l'engagement que j'ai, c'est je serais parvenu si ça me fait pas mal de voir comment la ville a évolué en peu de temps, alors qu'on avait à la fois un projet, qu'on avait les moyens de le faire, et on a fait confiance à une équipe qui a explosé. Et ça a explosé parce qu'il y a des raisons. C'est parce qu'en fait, le double, triple, quadruple langage, ce que je vous disais, c'est choquant. Voilà. En tout cas, moi, je m'engage à rester proche
des habitants à dire la vérité, à être à l'écoute et à faire en sorte d'améliorer les choses pour que Saint-Leu retrouve un éclat qu'il a perdu récemment et une tranquillité qu'on a perdue et on l'a vécu cette tranquillité. Et il y avait une âme à Saint-Leu-la-Forêt, il faut retrouver cette âme et le c'était mieux avant, et ben on va se dire ça sera mieux demain. En tout cas, je compte sur vous, merci, et je compte sur vous le 15 pour convaincre tout le monde. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.